Le cheval plaît beaucoup, hein. C'est un vecteur de communication extraordinaire. Avant d'être un cavalier, c'était important d'être un horseman. Always put the horse before the personal ambitions. Vraiment un cheval incroyable. Voilà quelqu'un qui est champion olympique et qui n'est pas ordinaire. Se remettre en question et peut se servir des défaites pour être meilleur après. Ce feeling, je l'ai eu directement avec Caleb. On fait du haut niveau, il y a le côté financier, c'est comme ça. Aller en compétition parce qu'il est bon, pas parce qu'il paye une table. Moi, je veux pas courir mes chevaux pour l'argent. If you can do it in a way that doesn't take too much out of your horses. Quand on voit l'évolution en 10 ans de temps, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans ? Pouvoir motiver les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Forme de très très bons compétiteurs. Je ne vais pas dire que ça forme des hommes de chevaux. Pour moi, les bons moments, ils sont à venir. Aujourd'hui, réussir sa vie, c'est avoir la vie que l'on souhaite. Nicolas Belin, l'ostéopathe. En 3 ans et demi d'Ayam Nekestrian, nous n'étions encore jamais partis à la rencontre d'un ostéopathe équin. Et pour cause, nous avions besoin du meilleur. Le voici donc. Après quelques rendez-vous manqués, nous avons eu l'honneur, la chance de retrouver Nicolas Belin dans nos bureaux à Bourg-en-Bresse pour parler de lui. Lui et son travail, ou plutôt sa passion. Nicolas n'était pas inconnu de nos répertoires personnels puisqu'il s'occupait il y a plus de 10, voire 15 ans maintenant, de nos chevaux respectifs, alors là et à moi. Et puis la vie, les rencontres, lui ont ouvert d'autres portes, et notamment celles qui mènent vers le haut niveau. Simon Delestre, Charlotte et Marc Macaulay, Jérôme Guéry, Pénélope Le Prévost, Julien Gonin, Cathy et Henri Prudent, Jean-Michel Gaspard et bien d'autres. Voici quelques-uns des noms qui ont porté Nicolas dans son ascension. Être aligné entre sa passion et son métier, un sujet qui nous parle profondément et qui regroupe d'innombrables histoires de vie que nous aimons partager avec vous. Je vous laisse écouter ce tout premier épisode de l'année 2023 en compagnie de Nicolas Belin. Avant de vous parler de nos partenaires du jour, j'aimerais prendre un petit moment pour vous souhaiter la plus belle des années 2023. J'espère que cette année sera pour vous passionnante, évidemment, aventureuse, que vous saurez mener à bien tous vos projets avec réussite, que vous rencontrerez beaucoup de petits et de grands bonheurs, et avec toujours le cheval au cœur de vos activités, j'espère. Bon, allez, maintenant je vous parle de nos partenaires. S'il fallait expliquer, justifier l'incroyable carrière de Nicolas Belin, nous pourrions dire que la clé de son succès fut son goût prononcé pour le travail, sa capacité à évoluer et à remettre en question ses savoirs et méthodes, sa lecture innée et instinctive du cheval. Et parce que depuis plus de 2 décennies, maintenant, Nicolas est un praticien ô combien investi, qu'il est un soutien fidèle pour les hommes et les femmes de chevaux qui font appel à ses talents, cet épisode a été pour la première fois soutenu par 3 élevages qui ont souhaité exprimer, à l'égard de Nicolas, toute leur réciproque fidélité. Chacune de ces structures a une histoire bien particulière, aussi je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler de chacune d'entre eux. Le jeune élevage des Allobroges a été créé par Nicolas, son épouse Marion ainsi que son frère Jean-Baptiste Régin, maréchal ferrant de métier. S'il s'agit d'une histoire qui se tisse en famille, la naissance de cet élevage est également le fruit d'amitiés singulières. Avec Nico Mordasini, d'abord, à la tête de l'élevage Tuilière avec Charlotte Mordasini, que vous connaissez maintenant sous le nom de Charlotte Macaulay, elles sont les naisseuses de la jument de cœur de l'élevage des Allobroges, Vanity Tuilière. L'élevage compte également sur le soutien et l'expérience de Ghislaine Delstart et Ludovic Rossi, qui après une carrière respective de groom de haut niveau, accueillent et managent maintenant le duo de poulinières de l'élevage au sein de leur élevage propre, Montclair, dans l'Ain. L'élevage des Allobroges, c'est donc un trio de passionnés qui fonctionne à merveille avec déjà de belles récoltes, une 9e place au championnat de France des foals en 2021, un fils de Callum de Hus, et en 2022, le titre de vainqueur du Top Foal Bresse Bleu du CSI de Bourg pour Mondiams Allobroge, un fils de Diamant de Sémilly. Le second partenaire qui a souhaité soutenir la sortie de cet épisode, c'est l'écurie de Crête, installée dans un écrin de verdure aux portes de Genève, sur la commune de Vendeuvre. Si cette écurie rayonne et attire tant de cavaliers et propriétaires, c'est qu'elle est dirigée par un duo miracle. Julien Pradervant, qui est par ailleurs chef de piste international, et Isabelle Robin, une cavalière et coach au talent que l'on connaît bien, nous autres, cavaliers de la région Rhône-Alpes. Toute leur équipe conserve un cap bien précis, garantir le bien-être des chevaux et un accompagnement unique à leurs cavaliers. Pour l'écurie de Crête, Nicolas Belin est un ami et, je cite, un atout essentiel à leur quotidien et au bien-être de leurs chevaux.
Enfin, à quelques kilomètres seulement, est installé l'élevage des ouches. Et je dis bien des ouches et pas des ouches, car ouche, c'est chou à l'envers. Cette structure est née il y a maintenant 10 ans, faisant converger 2 grandes passions, celle du cheval et celle du sport. Cet élevage, lui aussi familial, géré par Pauline et Mathieu Billot, est nourri d'une ambition noble, celle de faire naître des poulains au mental équilibré, bien dans leur tête, naturellement en confiance avec l'homme et avec une aptitude naturelle pour le saut d'obstacles. Pour Pauline et Mathieu, la vente d'un poulain n'est réussie que lorsqu'elle est racine d'une nouvelle relation privilégiée entre un cavalier et son nouveau futur cheval de sport. L'histoire qui relie Nicolas Belin et l'élevage des ouches, c'est évidemment un attachement de Pauline et Mathieu pour le travail de Nico, mais c'est également et avant tout une amitié précieuse qui se tisse au quotidien. Parce que ces éleveurs, hommes et femmes de chevaux, passionnés, écrivent chaque année de belles histoires pour l'avenir des sports équestres, je vous encourage chaleureusement à aller les suivre sur les réseaux sociaux et à découvrir leur travail, leur engagement et leur fidélité au sport. Allez, c'est parti. Place à notre conversation avec Nicolas Belin. Bonne écoute à tous. Nico. Alors, donc pour commencer, on va te remercier d'avoir accepté notre invitation, d'être là, chez nous, dans les bureaux, prêt à nous raconter ton histoire. Avant d'entamer notre discussion, donc je vais prendre un moment pour introduire notre conversation, pour parler de toi, et contre toute attente, en tout cas les miennes, ça va pas être si simple. Quand on prépare nos interviews, on cherche plein de choses, on cherche plein d'infos, on essaye de creuser et tout. Et tu nous l'as dit, t'aimes pas trop répondre aux questions. Et du coup, des infos sur toi, il y en a pas tellement. D'accord. Pourtant, on se connaît depuis très longtemps. Tu as traité nos chevaux respectifs avec Léa depuis toujours. Et malgré ça, je suis bien incapable de raconter donc, le moindre contour de ton histoire personnelle. Voici les informations que je connais. Donc, tu es ostéopathe équin depuis plus de 20 ans maintenant. Exactement. Tu officies auprès de certains des meilleurs pilotes du moment, Jérôme Guéry, Simon Delestre pour ne citer que. Tu es très proche de la famille Prudent que nous avons eu la chance de recevoir grâce à toi, un peu plus tôt cette année dans le podcast. On te croise à Lyon, à Genève, à Wellington, à Tokyo. Mais passé cette carte de visite un peu succincte, on ne sait finalement que très peu de choses à ton propos. On a écumé Google à la recherche d'infos, d'articles, d'interviews. On n'a rien trouvé, ou presque rien. Du coup, je vais simplement te proposer de faire le travail à notre place. Avec plaisir. Et aujourd'hui, on va parler de sport, de chevaux, de performance. Mais avant tout ça, on va parler de toi. Est-ce que tu peux nous retracer un peu les grandes lignes de ton histoire, d'où tu viens, comment tu as fait pour rencontrer le cheval, qu'est-ce qui t'a amené ensuite à être là où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire l'un des ostéopathes équins les plus réputés au monde? Eh ben oui, avec plaisir. En fait, je viens d'Annecy, je suis né à Annecy, j'habitais un petit village juste au-dessus d'Annecy, dans la montagne. Je suis venu au cheval parce que beaucoup de problèmes de contact, très timide, du coup, beaucoup de problèmes de contact avec pas mal de monde et tout. Du coup, dirigé vers les chevaux, comme beaucoup de monde du milieu du cheval, à vrai dire. Et puis, je trouvais mon équilibre dans le milieu du cheval. Je montais vraiment très amateur et j'ai eu quand même la chance que mes parents me laissent aller tout le temps que je voulais au cheval, le dimanche, les vacances, tout le temps. Et puis, en parallèle, je faisais mes études. J'ai fait DUG licence maîtrise de biologie à Grenoble. Et en fait, pendant le DUG, c'était l'année où j'ai eu mon premier cheval. Et l'écurie où j'étais, j'ai rencontré une dame qui manipulait les chevaux. À cette époque-là, je l'ai aidée 2-3 fois et de fil en aiguille, elle m'a dit tiens, t'as un bon contact avec les chevaux, faudrait que tu te diriges vers une école, vers quelqu'un qui mette un peu le pied à l'étrier et tout ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait une première formation en même temps que la licence dans l'ostéopathie équine et puis d'un coup, tout s'est déroulé hyper facilement. C'est vraiment, j'ai rencontré. Tout s'est mis en place tout seul. À la fin des études que j'avais faites, directement avec les copains du milieu du cheval, ils m'ont dit tiens, tu peux manipuler mon cheval. Et ça a plu aux gens. Et puis de fil en aiguille, j'ai pu manipuler pas mal de chevaux. C'était super sympa, super chouette. Et en fait, c'est assez fou cette histoire parce que en fait, tout a commencé. Je faisais beaucoup en local, beaucoup de chevaux en local et tout. Et grâce à des amis à moi qui habitaient à côté de chez nous, Maud et Philippe Bosson, en fait, ils m'ont proposé d'aller faire leur jument qui était en pension chez la famille Gaspard, qui est aussi super amis. Ils sont des super amis.
et que je salue bien parce qu'ils sont vraiment, vraiment chouettes. Qui sont dans l'Est. Qui sont dans l'Est. Ah, voilà, à Nancy, enfin Rosières-aux-Salines, exactement, où j'ai rencontré les prudents. Justement, grâce au Gaspard, j'ai rencontré les prudents. Et grâce au Cavalier des Gaspards, par l'intermédiaire d'un propriétaire, j'ai rencontré Simon Delestre, et qui m'a demandé d'aller beaucoup au concours, et ainsi de suite. Du coup, il y a eu tout un déroulement de ce côté-là. En fait, ça s'est vraiment enchaîné comme ça. Et de l'autre côté, par l'intermédiaire d'une amie aussi que j'avais sur Annecy, elle m'a proposé d'aller chez Laurent Guillet de faire sa jument, pareil au début. Et Laurent m'a fait rencontrer Hubert Bourdi, et l'aventure était partie aussi de ce côté-là. Donc voilà, et puis tout s'est mis en place au fur et à mesure comme ça, quoi. Donc voilà. J'ai le souvenir de toi, Nico, on en parlait juste avant, venant à la côte, à Neuville-les-Dames. Oui. Et j'ai vraiment le souvenir de toi qui avait posé les mains sur les dos de ma jument. Et je m'étais déjà dit que tu étais un magicien, car en la touchant, je me rappelle que tu avais vraiment fait une description assez juste d'elle, mais aussi que tu étais passionné, en tout cas tu semblais vraiment passionné, autant par cette jument qui sautait de la 1m20 que par, j'imagine, un cheval de très haut niveau. Est-ce que tu as toujours été animé finalement par cette passion du cheval en tant que tel ? Bah oui, exactement, ouais. En fait, c'est vraiment le moment où je suis hyper serein, c'est quand je suis avec les chevaux, que je les touche. Et voilà, c'est vraiment... c'est vrai que je ne fais pas du tout de différence entre les chevaux, quels qu'ils soient, hein, de très haut niveau. D'ailleurs, ça m'aide beaucoup parce que si on commence à penser à ce que représentent les chevaux de haut niveau, on peut avoir des vertiges quand même. Donc, et du coup, c'est vrai que pas du tout. C'est vraiment l'animal en premier, et du coup, vraiment d'être à leur contact, ça m'aide beaucoup parce que je suis très serein et ça m'équilibre beaucoup. Du coup, voilà. Mais par contre aussi, c'est là où je suis animé, c'est aussi par la passion des gens que je rencontre. Parce qu'il y a forcément... c'est un peu dans ma complexité, mais d'ailleurs, j'ai rien qu'au téléphone, si le contact passe mal, ça va pas forcément être agréable pour être vraiment libéré pour faire les chevaux. Du coup, voilà, je fais une petite sélection comme ça, des fois au téléphone, le contact passe mal et du coup, je sais déjà que ça va pas aller, du coup, je préfère pas aller des fois, ce qui fait que ça fait partie de mon retard, voilà, qui est très important dans ma vie. Et par contre, quand j'arrive puis que les gens sont passionnés, c'est pareil. Enfin, quand ils ont la passion, c'est tellement agréable de travailler avec eux parce que justement, on est animé par tout ça et c'est vrai que c'est super, quoi. Finalement, tu aimes aussi transmettre aux gens. Ouais, énormément parce que c'est vrai que c'est du ressenti, puis je pense qu'on se dirige tous vers les chevaux parce qu'on est très sensible et puis qu'on a un besoin justement de trouver un équilibre par rapport à tout ça. Et du coup, c'est vrai que c'est sympa parce que ça permet de beaucoup échanger et puis de rencontrer des gens, donc c'est chouette. On parlait de la côte un peu plus tôt. La côte, pour moi, c'est les années 2010, mais bien plus tôt que ça, quand tu venais chez mon père et que tu n'étais pas encore immergé dans le monde de haut niveau, etc. Tu étais déjà passionné par ton métier. Tu aurais imaginé que tu allais pouvoir faire ce que tu as fait ensuite, toucher les meilleurs chevaux au monde, toucher des chevaux médaillés, être à leur côté le jour où ils sont médaillés, partir au jeu et tout ? Alors jamais, j'aurais jamais imaginé. Moi, en fait, j'ai toujours vu ma vie tout simplement. En fait, comme je viens d'un petit village dans la montagne, je me disais tiens. Comme je suis assez proche de la nature, je me disais j'aurais bien une petite exploitation agricole avec une dizaine de vaches et voilà, faire des chevaux un petit peu en plus. Vraiment, je voyais en tout petit quoi. C'était vraiment me laisser porter un peu par les événements et jamais j'aurais cru de fil en aiguille comme ça de me retrouver un jour à Wellington, prendre l'avion pour aller travailler. C'était assez fou quoi. C'est une histoire de dingue. Ouais. C'est assez incroyable. Mais j'aurais jamais pensé, jamais. Au début, là, juste avant, tu nous as parlé donc de Laurent Guillet, tu nous as parlé de la famille Gaspard, tu nous as parlé d'Hubert, des prudents, etc. On dit souvent que les rencontres forgent la destinée. Et nous, on en est assez convaincus aussi. Si on devait raccourcir un peu le champ, est-ce que d'après toi, il y a une personne, une rencontre qui a fait que ça t'a permis de gravir des échelons ? Oui, forcément, c'est vrai que j'ai eu tout un début, en fait, j'ai pu atteindre un certain niveau grâce à certaines personnes, mais après, c'est vrai qu'en rencontrant Simon Delestre, il m'a vraiment permis de venir au concours, d'aller avec lui, et là, vraiment, c'est vrai que j'ai pu m'exprimer complètement à ce niveau-là, et c'était assez incroyable, quoi. Tu penses que tu as encore gravi un step à ce moment-là ? Exactement. Ça a été vraiment le début d'une histoire,
vraiment, tout le monde y a participé parce que grâce au Prudent, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Steve Engel, le mari de Margie Engel aux États-Unis et tout ça, qui m'a permis de rencontrer Eric Lamaze, de pouvoir faire beaucoup aussi avec lui. Donc voilà, mais vraiment le fait d'aller régulièrement au concours et puis de me perfectionner dans mon métier et tout ça, c'est vraiment grâce à la famille Delestre, quoi. C'était vraiment à ce moment-là où j'ai passé un vrai cap, ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier, nous dire un petit peu le rôle de l'ostéopathe? Comment toi tu décrirais ton métier à un non-équitant, par exemple, quelqu'un qui ne pratique pas l'équitation, si tu devais lui expliquer ce que tu fais, ce que tu cherches quand tu manipules un cheval? Alors oui, il y a tout un côté très théorique en fait, où on va rechercher vraiment ce qu'on apprend à l'école, où on recherche justement l'équilibre du cheval, on regarde la position du cheval, comment il est orienté, et on va essayer de revenir à un équilibre plus juste, on va dire. Ça, c'est vraiment la théorie, ce qu'on apprend à l'école et tout. Donc, on a l'équilibre statique, on regarde comment est le cheval dans le box. Après, on fait une palpation, voir où est-ce qu'il peut avoir mal. On le regarde en mouvement, voir un équilibre dynamique. Et après, on va essayer de revenir à un équilibre vraiment assez général. En fait, je reste dans son équilibre à lui. Je ne veux pas créer de déséquilibre trop important. En fait, je me suis aperçu qu'avec le temps, si on arrivait à lisser justement les petites contrariétés du cheval, on arrivait vraiment à avoir des très bons résultats sans grosse variation de sport, quoi. Donc voilà. Alors du coup, tu parlais tout à l'heure de statique et de mouvement, et dans le temps, j'ai déjà vu plein d'ostéopathes travailler avec les chevaux, et j'ai déjà vu des ostéopathes qui venaient faire uniquement du statique sur un cheval. Pour toi, c'est indispensable de regarder le cheval qui bouge? Alors non, c'est pas forcément... ça apporte beaucoup, en fait. Après, on a quand même un ressenti, des fois, dans le statique, où ça saute aux yeux, enfin aux mains. En fait, on n'est pas forcément obligé d'avoir l'équilibre dynamique. Des fois, ça aide beaucoup, surtout dans le sport, quand on le pousse un petit peu plus loin, il faut quand même avoir, pour peaufiner un petit peu, avoir le petit détail. Au concours, c'est vraiment idéal parce qu'on les voit en mouvement, on les voit monter, on les voit dans le sport, et du coup, ça apporte énormément dans son analyse et ça aide beaucoup pour avoir des résultats, quoi. Pour rester un peu sur le côté un peu technique du métier d'ostéopathe équin, aujourd'hui c'est une profession réglementée mais qui n'est pas encore reconnue par l'État, si je ne me trompe pas. Elle est reconnue depuis 2017. Ah, ok. Ouais, elle est reconnue depuis 2017. Donc voilà, il y a un examen validant de l'ordre des vétérinaires. Et voilà. Ok, alors du coup ça modifie un petit peu ma question. Mais est-ce que tu penses que par le passé, le fait que ça n'ait pas été reconnu tout de suite, ça a pu apporter un peu des dérives au métier ? Alors, moi, je trouve que le fait que ce soit reconnu, c'était super parce que justement, c'était un petit peu la porte ouverte à plein de choses. Du coup, indéniablement, c'était bien quand même de recentrer un petit peu les fondamentaux. Quelle que soit l'école, parce que moi, je vois l'école que j'ai faite, elle est loin de ce qui est mis en place maintenant. C'est vraiment l'évolution de mon métier qui a fait que j'ai pu avoir de la réussite et puis du coup, de la technique et tout ça. Et c'est bien parce que ça donne une vraie structure de base. Maintenant, ce qui est mis en place, il y a 5 ans d'études avec des vraies connaissances et c'est vraiment très bien mis en place. Donc, c'est vraiment idéal, quoi. Et juste pour poursuivre un peu sur cette question, aujourd'hui, je comptais l'aborder un peu plus tard, mais aujourd'hui, on voit énormément de métiers comme les masseurs qui se développent, personnes qui font aussi tout ce qui est autour du bien-être du cheval. On peut aussi parler de la communication animale, etc., etc. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces professions-là qui arrivent dans le champ des sports équestres ? Est-ce que tu penses que c'est très positif et très bien, ou est-ce que tu vois aussi justement certaines dérives ? Moi je pense que c'est très bien. C'est très bien parce qu'il y a une vraie demande de la part des propriétaires de chevaux ou des gens qui sont proches des chevaux, du bien-être animal. C'est vraiment important en ce moment. Et ça correspond aussi à la notion, je vois dans mon évolution personnelle du travail avant, on faisait beaucoup de structurel, avec des manips un petit peu invasives, avec des gros résultats pour faire
craquer les chevaux. Et en fait, maintenant, moi, j'ai beaucoup évolué. Je travaille beaucoup sur les chaînes musculaires, sur des points douloureux. En fait, je vais vraiment à l'essentiel, sans justement modifier beaucoup l'équilibre du cheval en profondeur, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, rester vraiment dans l'équilibre du cheval. Et il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs de ça, sur, on va dire, des techniques un petit peu plus douces. Et ces gens-là se dirigent beaucoup plus vers le massage, vers le shiatsu, vraiment vers des techniques qui sont un peu moins invasives, mais qui relaxent beaucoup les chevaux. Et ça apporte beaucoup. Les chevaux sont très décontractés, c'est quand même très bien parce que je trouve que c'est super parce qu'il y a énormément de demandes. Du coup, ça veut dire que les gens prennent soin de leurs chevaux. Par rapport au cheval et au bien-être du cheval, c'est vraiment important parce que du coup, il est très accompagné. Et c'est vraiment des techniques très soft, on va dire. Et c'est vrai que ça correspond. C'est un état d'esprit des gens. Maintenant, je trouve c'est ma vision des choses, comme j'ai vu évoluer un petit peu. Les gens aiment beaucoup quand il y a des massages, prendre soin de leurs chevaux et tout ça. Et c'est super parce que du coup, il y a de la demande, il y a des gens qui sont là, donc c'est bien. Quand on pense à la santé humaine et qu'on regarde un petit peu l'évolution notamment des soins kinés, parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter, ça a énormément évolué. À l'époque, je veux dire, un kiné, c'était quelqu'un qui nous faisait des massages. Maintenant, un kiné, c'est quelqu'un qui va nous donner des poids et qui va nous faire du renfort. Est-ce que tu fais le même constat, toi, dans les soins et le bien-être équin, où on s'inspire aussi en fait de l'étude, de la recherche et de l'évolution de la santé humaine pour faire évoluer nos connaissances et du coup nos pratiques en termes de soins sur les chevaux ? Alors ouais, moi, je ne saurais pas dire si c'est tiré directement de l'humain. Par contre, il y a une vraie recherche d'amélioration, enfin justement, et du bien-être et de la santé du cheval. Ça, c'est vrai que ça a énormément évolué, que ce soit depuis, c'est tout bête, déjà depuis l'alimentation. Ça fait un peu comme nous, c'est que ça fait le tour du circuit, l'alimentation, les sols, enfin tout a évolué pour le bien-être du cheval et puis justement protéger le plus possible, qu'il se fasse le moins mal possible et tout. Donc ça a vraiment évolué. Dans l'équitation aussi, ça a beaucoup changé. On est vraiment dans la recherche justement de la musculation, de la détente. Enfin, tout a vraiment beaucoup évolué, quoi. Justement, pour faire un peu un parallèle avec un épisode qu'on a enregistré tout récemment avec le docteur Denoy, vétérinaire fondateur du CIRAL, lui nous indiquait qu'on observait une augmentation de la fréquence de certaines pathologies, notamment tendineuses. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça alors qu'on penserait que justement, il y a de plus en plus de soins, de plus en plus de personnes qui gravitent autour du bien-être animal, qu'on a de plus en plus de moyens, de machines, etc. Comment est-ce qu'on peut justifier le fait qu'il y a de plus en plus aussi de pathologies sévères qui touchent les chevaux, et les chevaux de haut niveau? Alors, c'est pareil, c'est ma vision que j'ai moi. C'est des questions que je me suis pas mal posées pour essayer de trouver des solutions et puis aussi de comprendre comment on pouvait en arriver là. Je pense qu'il y a plusieurs tableaux qui ont évolué dans le milieu du cheval. La génétique, beaucoup. Le fait que les chevaux, maintenant, ils doivent aller très vite. Ils doivent sauter quand même assez haut en étant très alerte pour éviter de faire tomber les barres. Dès qu'ils sont en réception, ils doivent tourner très vite pour aller le plus vite possible, justement. Et du coup, c'est des chevaux qui ont énormément de sang, qui sont justement très disponibles. Et je pense que dans la génétique, on a aussi, en sélectionnant un petit peu le gène sportif, c'est toujours un petit peu les bases de la génétique comme ça, on a peut-être la santé est un peu moins rustique, donc les chevaux sont plus fins, sont plus, on ne va pas dire fragiles, mais forcément, comme ils sont plus sensibles, on a plus un peu plus vulnérable. Un peu plus vulnérable, exactement. Donc, du coup, on a déjà le point de vue génétique. Et puis après, dans la performance, c'est vrai que maintenant, les parcours ont changé. Avant, c'était beaucoup... Le rythme de galop était un peu plus lent. Maintenant, il est beaucoup plus rapide. En tous les cas, dans l'obstacle, le temps, c'est vraiment aussi un obstacle. Donc, il faut que les chevaux aillent plus vite. Et je pense que ça sollicite un petit peu plus les chevaux. Et du coup, on se retrouve avec des pathologies. Donc voilà. J'ai lu sur Grand Prix Magazine un article avec un titre accrocheur, qui était celui-là « Observons-nous correctement et suffisamment nos chevaux ?» J'aimerais bien que tu répondes à cette question. Je pense que c'est de plus en plus. En fait, rétrospectivement, au-delà du fait de mon métier et tout ça, quand j'ai commencé à monter à cheval, on avait
pas du tout le même regard qu'on a maintenant du côté club, amateur et tout ça. On ne prenait pas soin des chevaux comme on en prend maintenant. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé, ils étaient en stall. Maintenant, tout le monde est en boxe et les boxes sont de plus en plus grandes, des boxes terrasses. Donc, forcément, le regard sur les animaux change. Et je pense qu'on nous éduque aussi à regarder un peu plus les chevaux. Parce qu'avant, il y avait, des fois par ignorance, mais c'était des questions qu'on ne s'était jamais posées, de savoir jusqu'à quel point le cheval pouvait être bien. Et maintenant, c'est important. Enfin, ça fait partie aussi du truc, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment notre regard et du coup, je pense que vraiment ça s'est vraiment affûté, le regard sur les chevaux. Les gens sont beaucoup plus proches des chevaux qu'avant. Enfin, ouais, ça se sent vraiment, je trouve. Et tu penses qu'on peut aller encore plus loin, toi qui as vu l'évolution en termes de bien-être pour le cheval, deux chevaux qui étaient en stall avec peu de sorties au paddock, etc., à maintenant, est-ce que tu penses qu'on peut encore aller plus loin et surtout, est-ce que tu penses qu'on devrait encore aller plus loin sur certains points ? Oui, on peut encore aller un petit peu plus loin. Le fait qu'il soit beaucoup plus dehors à marcher, indéniablement, c'est salvateur pour les chevaux, au point de vue des boiteries, au point de vue digestif, au point de vue de plein de choses, même pour leur bien-être mental et tout ça. Donc, peut-être qu'on aura une évolution des écuries où vraiment les chevaux seront en plein air au maximum de temps. Peut-être, voilà. Après, il faut de la place, c'est toujours pareil. C'est toujours un petit peu la balance, c'est-à-dire qu'on essaye de faire bien pour qu'ils aillent dehors et tout ça, et puis à la fois ils sont aussi capables de plus se blesser à ce moment-là, ils sont plus vulnérables, donc il y a toujours un bon équilibre à trouver, donc c'est très difficile. C'est vraiment par rapport au sport de haut niveau, par rapport à tout ça, il y a des gens qui font vraiment le choix de les mettre dehors, qu'ils aillent au parc, de vivre au parc et tout ça, puis d'autres qui préfèrent vraiment les garder à l'intérieur. Voilà. Mais je pense qu'on va évoluer vraiment dans vraiment de remettre le cheval un petit peu dans son environnement naturel, quoi. Je pense que ça va évoluer là-dedans. Justement, toi, qu'est-ce que tu leur réponds, si ça t'arrive en tout cas, à ces cavaliers de haut niveau qui ont peur de mettre leurs chevaux au paddock, sans jugement aucun, parce qu'on parle de chevaux d'une valeur énorme, etc. Mais on sait aussi les bienfaits que ça a sur eux en termes de morale, en termes de physique. Toi, t'es plus pour, plus contre. On sait aujourd'hui que les écuries en Suisse obligent maintenant à avoir des sorties au paddock. Qu'est-ce que t'en penses ? D'un point de vue complètement personnel et au-delà du travail, je suis plutôt pour, parce que le cheval est vraiment... on voit vraiment un gros changement par rapport à son bien-être et puis à son équilibre mental, donc ça vraiment indéniablement, je suis assez pour. Après, dans les écuries où c'est pas possible, le travail qui est réalisé sur les chevaux est vraiment très juste au niveau musculaire. Ils sont aussi très accompagnés, puisque les grooms font un travail formidable et ils les sortent le nombre de fois où il faut les sortir, donc il y a énormément de marche en main, ils vont les faire brouter, ils prennent soin d'eux. Ils sont encore peut-être plus proches du coup de leurs animaux. Voilà, c'est vraiment compensé par l'humain, quoi. En fait, quand c'est pas possible de les sortir ou qu'il y a un peu d'appréhension de les mettre au paddock, il y a une telle prise en charge par les grooms que les chevaux, ils sont vraiment accompagnés, quoi. C'est vraiment impressionnant. Toi, tu es à leur côté, quand je dis à leur côté, aux côtés des cavaliers de haut niveau, au concours, à la maison, tu les connais, tu les côtoies, tu réponds à leurs interrogations. On entend souvent de la part du grand public, beaucoup sur les réseaux sociaux, que ces cavaliers-là peuvent souvent prendre des chevaux, tu sais, comme des outils, etc., etc. Qu'est-ce que tu pourrais répondre ? Est-ce que toi, tu ressens justement que le haut niveau cherche le bien-être de son cheval, que c'est une problématique constante quand même, ou est-ce que tu penses que pour l'instant, le cheval est encore vraiment un outil sportif ? Non, alors ce que je suis en tous les cas, parce que je ne pourrais pas parler des autres, mais non, ils sont toujours à la recherche du bien-être. Ça, c'est vraiment, ça fait partie de leur vie, puisqu'ils sont vraiment proches de leurs chevaux. C'est vraiment le cheval en premier. C'est vrai qu'ils n'en parlent pas beaucoup, mais dans leur manière de faire, leur manière d'appréhender les chevaux, leurs inquiétudes, le fait de faire appel à justement aux masseurs, aux ostéos et tout ça, c'est déjà une démarche aussi où ils prennent soin de leurs chevaux. Et vraiment, ils aiment beaucoup, beaucoup leurs chevaux, ils en prennent vraiment soin. Donc ça, c'est vrai que ouais, j'ai de la chance de travailler avec ces gens-là, en tous les cas, mais ils ne vont jamais prendre de risques à leurs chevaux. C'est vraiment, ouais, c'est très bien géré. Et justement, donc on le disait un peu au début de l'interview, tu travailles aux côtés de très très bons cavaliers. On parlait de Simon, évidemment. On parle aussi des Macaulay. Le jour où j'ai préparé l'interview, donc c'était il y a quelques semaines, tu étais chez Julien Gonin le matin même. Là, tu étais chez Marie Pellegrin, etc., etc. Est-ce que tu pourrais nous parler à la fois de cette relation de confiance que tu as créée avec eux et peut-être, toi qui les vois beaucoup évoluer, qui les vois travailler au concours, etc., nous dire ce qui fait que d'après toi, ces cavaliers de très très haut niveau
ont ce talent que finalement les autres n'ont pas? En fait, la relation de confiance, elle s'est fait beaucoup au concours parce que c'est vrai que je vais beaucoup au concours pour accompagner les chevaux, vraiment pour leur bien-être. Et du coup, de fil en aiguille, c'est un peu du bouche à oreille ou de dépannage sur les concours, de rendre service et justement parce qu'il y a des chevaux qui ne sont pas forcément très bien ce jour-là et tout ça. Et on a créé un climat de confiance, puis voilà, on travaille ensemble. Même si j'ai du retard, c'est vrai qu'il me faut quand même confiance. Ils le savent. C'est oui, exactement. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus en détail comment vous fonctionnez en fait? Vous vous appelez souvent, vous vous écrivez, ils t'envoient des vidéos, toi tu regardes les parcours, combien de fois tu y vas? Enfin, concrètement, comment ça se passe la collaboration avec un cavalier comme Simon, un cavalier comme Jérôme qui est peut-être un peu plus loin, mais comme Marc Macaulay, etc. Alors oui, c'est en fait la collaboration, c'est vraiment à la carte. Enfin, c'est vraiment assez personnel. Par exemple, Jérôme, on se voit qu'au concours ou sur les grands événements, et quand il a besoin. Des fois, il n'a pas besoin de moi, il me demande pas. C'est vraiment, on se voit au concours et puis voilà. Simon, c'est vrai que j'y vais assez souvent, assez régulièrement, parce qu'on a pris l'habitude de faire les chevaux, on les connaît bien et du coup, j'y vais assez régulièrement et je les suis en plus sur le terrain de concours. Marc et Charlotte Macaulay, c'est vrai que c'est pareil, c'est la proximité, donc c'est pas très loin et puis du coup, c'est assez facile de m'y rendre très souvent. Après, c'est un petit peu, c'est eux qui me téléphonent quand ils ont besoin. Des fois, je dis tiens, il faut que je passe plus régulièrement pour certains chevaux. Bon, même si je voudrais des fois, c'est jamais quand je veux, mais il faudrait passer un peu plus souvent. Donc voilà. Après, c'est un petit peu eux qui me demandent de passer. Et ça dépend quoi. Le bon rythme, je vois pour les chevaux de haut niveau, c'est pas dépasser 3 semaines. Ouais. Donc voilà, ça c'est vraiment un rythme qui est assez bon, quoi. Une fois par mois, c'est devenu très régulier. C'est vrai qu'on est passé ça une grosse évolution, même de manière générale. Avant, on voyait l'ostéo une fois ou 2 dans l'année maximum. Et puis maintenant, c'est une fois par mois, ça devient, ou en fonction, enfin un peu comme le ferrage toutes les 5 semaines, ça devient très régulier même au niveau amateur. Et puis de haut niveau, toutes les 3 semaines, c'est la fréquence à peu près, quoi. Et alors, qu'est-ce que ça apporte de plus de checker un cheval toutes les 3 semaines plutôt que tous les 6 mois, par exemple? C'est surtout pour prévenir. C'est surtout pour prévenir des pathologies. Des fois, on arrive et puis on soupçonne des lésions. Donc là, c'est très important d'avoir une super équipe et de travailler avec un vétérinaire parce que justement, on peut faire des référés et dire attention, tiens, j'ai vu ça sur le cheval et peut-être que faut un avis vétérinaire avant qu'il reparte en concours, qu'on fasse pas de bêtises, que le cheval n'aille pas se blesser en fait. Donc c'est surtout pour prévenir. Et puis après, on s'est aperçu qu'avec le suivi comme ça, le plus régulier possible, on arrivait à lisser complètement les pathologies du cheval. Il y avait jamais, on n'avait jamais de gros arrêts du cheval derrière. On avait des petites variations dans l'année. Et en fait, c'est là où les chevaux sont le mieux parce qu'on n'a pas du tout de pause, reprise. Et voilà, du coup, c'est ce qu'on arrive à mieux gérer, quoi. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'orchestre la relation entre le cavalier, le groom, le vétérinaire, l'ostéo, toi? Comment est-ce que vous fonctionnez en équipe? Qui intervient quand, comment? En tout cas, si on prenait par exemple l'exemple soit de Simon, soit des Macaulay. Et en fait, en général, il y a un vétérinaire qui passe assez régulièrement, une fois par semaine en tous les cas. C'est pas forcément du traitement à chaque fois, mais c'est aussi pour juste voir si tout va bien. C'est vraiment, il y a quand même, en général, ça se passe comme ça. Il y a toujours un petit œil vétérinaire. Moi, je vais essayer de passer entre tous les 15 jours, 3 semaines, ou de les rejoindre au concours, de les accompagner. Donc voilà, on a toujours le retour du cavalier par rapport à ce qu'il ressent sur le cheval. La communication avec les grooms qui est hyper importante parce qu'ils sont tellement proches d'eux qu'ils connaissent tout du cheval à ce moment-là, ce qui est bien, pas bien. Justement, ce qu'eux vont observer, ils nous en parlent et ça va permettre d'avoir un œil dessus, de voir avec le vétérinaire, d'échanger sur ce qu'on a vu. Donc voilà, c'est vraiment tout le staff et dedans, faut bien inclure Maréchal Ferrand, l'alimentation. Enfin, c'est vraiment, l'équipe est de plus en plus grosse. Donc voilà, c'est vraiment important de pouvoir discuter avec tout le monde, quoi. Tu as parlé directement de Maréchal Ferrand, alors on rechange de sujet, on passe un peu du coq à l'âne, mais on voit énormément de chevaux déferrés. C'est le grand sujet, c'est la grande mode aussi, on peut le dire. Est-ce que tu pourrais nous livrer ton avis, ton point de vue sur la question ?
Ouais, alors j'ai la chance de voir d'avoir beaucoup d'exemples et du coup j'essaie de rester le plus objectif possible. En fait, on s'aperçoit que le fait de déférer va vraiment améliorer certaines pathologies, mais va au fur et à mesure peut-être en créer d'autres. Et de les ferrer, l'inverse, voilà, on va pouvoir enlever des pathologies et sur le long terme en provoquer d'autres. En fait, je me suis aperçu en regardant un petit peu tout ce qui se passait. Des fois, c'est le changement, le fait de changer, de déferrer, referrer avec des fers plus légers. Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a des pathologies qui peuvent disparaître et justement à ce moment-là, quand le cheval est en équilibre, on va changer, soit le déferrer, soit referrer à ce moment-là. Et vraiment, les chevaux, je trouve qu'ils sont beaucoup mieux dans le changement, enfin le fait de vraiment changer un petit peu tout le temps, que vraiment de partir, de dire je déferre tout. Enfin voilà. Alors ça marche, il y a des chevaux qui sont très bien déferrés, il y a des chevaux qui sont super bien ferrés, et puis il y en a d'autres, effectivement, il y a des réglages à trouver, on ferre, on déferre, trouver vraiment les derniers réglages, quoi. C'est intéressant parce qu'on n'avait jamais eu ce point de vue. Non, je sais, ouais. Honnêtement, objectivement, pareil, je suis pareil que tout le monde, je regarde ce qui marche pas, pourquoi ferrer, déferrer, mais ça donne des réponses à certains moments, des chevaux où justement on n'a plus de réponse, on ne sait plus quoi faire, on va le déferrer ou le referrer, justement, ou le ferrer avec un nouvel alliage, et qui va apporter une autre vision du cheval. Du coup, il y a une évolution constante, donc ça, voilà. Puis on en est qu'aux prémices aussi. On en est qu'aux prémices. Voilà. Donc voilà, exactement. Exactement, on n'a pas tous les éléments en main. C'est difficile de dire, de rester dans... Moi, j'essaye d'être assez ouvert, vraiment, à toutes les techniques, à tout ce qui existe, vraiment, toutes les médecines, tout ce qu'on peut apporter pour que ça se passe bien. Et tout marche. Donc, tout marche et tout a ses limites. Du coup, c'est vrai que si on avait à faire un petit mix de tout, c'est pas mal, quoi. La difficulté qui se pose aussi, je pense, tu vas me dire si tu es d'accord, c'est que dans une structure de haut niveau, comme chez Julien Hipaillard, pour ne citer que lui, les chevaux voient le maréchal aller toutes les semaines, si ce n'est pas 2 fois par semaine, etc. Dans une écurie, quand on est amateur, qu'on veut déferrer son cheval, on ne peut pas se permettre d'avoir un cheval déferré, je crois, et d'avoir un maréchal ou un podologue qui passe toutes les 5 semaines comme sur un ferrage classique, parce que le pied va évoluer beaucoup plus vite. Et au final, en fait, pour les amateurs, c'est donc beaucoup plus risqué, compliqué de mettre en place le cheval déferré. Oh non, je pense pas. Je pense que c'est juste de la communication avec son maréchal ferrant. C'est tout. Mais du coup, ça suppose d'avoir quelqu'un qui passe beaucoup plus souvent. Oui. Ouais, en général, c'est lui qui va le mettre en place. Donc, s'il est d'accord de jouer le jeu, peut-être au départ, le temps que la corne s'habitue, il y a tout un processus à avoir. Mais c'est vraiment une histoire d'équipe. C'est-à-dire que c'est pas forcément beaucoup plus contraignant. Faut juste que le professionnel à ce moment-là joue le jeu, je pense, de passer plus souvent et d'encadrer. Après, ça demande aussi moins de manutention sur un ferrage. Le fait de déferrer, c'est comme il y a moins de travail de forge, il y a moins de. Voilà. Du coup, c'est pas du tout. En termes de temps, je pense, on s'applique pas du tout de la même autant, quoi. Donc voilà, quoi. Mais est-ce que tu crois que d'après toi, je parle surtout, notamment là je vise un peu les amateurs, même amateurs éclairés, est-ce qu'on est suffisamment informé aussi sur les enjeux qu'il y a de déferrer un cheval? Parce que vu que justement c'est la mode, vu que Julien Hipaillard a déferré et que ça marche extrêmement bien, et voilà, il y a plein de gens, j'en entends plein, des amateurs qui veulent déferrer, mais je ne sais pas s'ils prennent en compte justement le maréchal qui doit passer plus vite, la structure qui le permet ou qui ne le permet pas. Mais voilà, est-ce que tu crois que justement on est assez informé là-dessus? Non, on connaît pas toutes les limites, ouais, donc aussi. Même en étant très proche, donc voilà. Et après, je pense pas qu'on soit très informé. Après, c'est compliqué parce que c'est aussi une volonté. C'est pareil, c'est toujours un peu pour le bien-être du cheval. Enfin, c'est toujours être proche de son cheval et d'essayer de faire le mieux en tous les cas pour lui. Donc c'est des processus de toute manière que si on met pas en place, on va toujours avoir le regret de pas l'avoir fait. Donc il y a toujours des essais qui vont être faits. Alors c'est sûr que c'est un peu à tâtons.
qu'on n'a pas toutes les infos tout le temps. Hein. Je veux dire, c'est assez compliqué. Et même quand on en a beaucoup, on a des limites et on se dit, ah bah tiens, non, celui-là a été déféré, bon, ça a été super. Ah ouais, mais là, il faut le reférer parce qu'on a autre chose qui apparaît. Donc voilà, il faut savoir réagir très vite. En fait, surtout, il faut être très objectif et se dire, bah tiens, il n'est pas bien, est-ce que c'est ça? Enfin voilà, j'attends un peu. Et c'est vrai que quand on a une équipe et puis qu'on est un petit peu accompagné, ben, on est beaucoup plus objectif parce qu'on est aux prémices de se dire, bah attention, là, il commence à avoir mal au pied, il faut peut-être le reférer, ça lui convient pas trop, il perd de l'état, tout ça. Ou au contraire, le ferrage, on va essayer de déférer parce que là, on n'a plus de solution par rapport à comme il est. Et c'est vrai que c'est une histoire d'équipe, quoi. À la fin, c'est vraiment d'être accompagné, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est un petit peu compliqué parce que chacun va apporter sa vision et puis bah, tous ensemble, on aura peut-être un chemin qui est pas mal, quoi. Donc voilà, c'est le seul truc, quoi. On dit souvent qu'il n'y a rien de mieux, rien de tel qu'un cheval pour nous faire mentir. Est-ce que toi, ça t'arrive aussi de voir des chevaux et te dire, ah, mais alors lui, vraiment, il est broc. Et après, tu le vois bouger, tu le vois au concours et tu dis, mais incroyable, comment est-ce qu'il est capable, avec les pathologies ou en tout cas avec les tensions, avec tout ce que j'ai ressenti moi, de faire ça? C'est quotidien. C'est tous les jours, je dis plus rien. D'ailleurs, je m'avance plus parce que tous les jours, on se dit tout de suite, on a des préjugés, hein, certainement un jugement personnel qui apparaît. On se dit, oh bah non, celui-là, non, ça, c'est terminé, on peut rien pour lui. Puis 2 semaines après, il gagne un Grand Prix. Donc c'est vraiment, en fait, je pense qu'il y a beaucoup le mental de l'animal et justement le fait d'être proche d'eux, c'est un petit peu comme chez nous. C'est vraiment quand on a du mental et qu'on reste vraiment bien focus, on arrive à faire des super trucs, quoi. Et les chevaux, c'est pareil. Plus on les accompagne, enfin pour moi, enfin de ce que je vois, plus on les accompagne et plus son propriétaire y croit. Et souvent, il y a des trucs magiques qui se passent, quoi. C'est vraiment, c'est assez fou, mais c'est vraiment comme ça, quoi. Quand on a enregistré à Lyon avec Patrick Kittel, le cavalier de dressage suédois, il nous disait moi je me fixe une règle, c'est de ne jamais partir du principe qu'un cheval ne sera pas capable de faire, parce qu'en fait on ne s'investit pas de la même manière, parce qu'on lui impose nos propres limites, etc. Tu le ressens ça aussi, toi? Ouais, beaucoup parce que des fois on va vite à mettre les chevaux dans une catégorie et des fois ils rencontrent des cavaliers où les chevaux vont se réaliser et par le biais de ce cavalier là, même si c'est pas des cavaliers hyper connus, ou enfin ça peut être vraiment même des amateurs, ça peut être vraiment mais le cavalier croit en son cheval, le cheval se révèle et on sait pas, voilà, il y a quelque chose qui se passe et le cheval se réalise et d'un coup paf, il repart dans un circuit complètement autre et il a trouvé sa place. Et c'est vrai que si les chevaux n'avaient pas changé de système, ils pourraient assez vite être mis de côté et on n'entend plus jamais parler du cheval, quoi. Alors que des fois ils ont la chance de rencontrer quelqu'un qui les aime, puis ça roule. C'est assez fou, mais c'est vrai qu'il faut être assez ouvert, je pense, là-dessus, parce que des fois, on va vite à se dire non, celui-là, pas du tout. C'est pas, enfin, je crois pas au cheval et tout ça. Et des fois, avec quelqu'un d'autre, il va se réaliser. C'est pas tous les coups, hein, je veux dire, voilà, mais c'est quand même 3/4 du temps, il y a quand même quelque chose qui se passe, ouais. Il y a aussi une histoire de couple, quoi. Ouais, il y a une histoire de couple, ouais, exactement. On a pas mal évoqué ce sujet avec des cavaliers de haut niveau qui sont toute la semaine au concours. Alors toi, t'es pas forcément toute la semaine au concours, mais t'es un hyperactif, t'es à droite à gauche, t'es souvent en retard. Comment est-ce que tu fais, Nico, pour gérer et trouver à la fois un équilibre entre ta vie pro, qui te prend beaucoup de temps, j'imagine, et puis ta vie perso, alors que t'es sans cesse en train de courir un peu entre les écuries de haut niveau? Eh avant, c'est vrai que le retard, j'y suis toujours. Donc, ça, j'ai pas changé. Je suis toujours en retard. Ouais, exactement. Exactement. En fait, avant, j'allais beaucoup au concours. Je partais du mercredi au dimanche, je rentrais souvent le lundi et tout ça. Puis après, quand j'ai rencontré Marion, c'est vrai qu'on a construit une famille et j'avais toujours dit aux cavaliers de haut niveau, je mettrai un petit peu en parenthèse le concours. En tous les cas, la maison, c'est facile à organiser la semaine. Et du coup, le concours, on mettra un petit peu de côté. Donc, j'ai fait une petite pause pendant les 2 ans pour les enfants. Et en fait, comme on est à 2 pour s'occuper des petites, en tous les cas, au point de vue de la famille, c'est super parce que du coup, on se partage vraiment les tâches. Donc, moi, je pars très tôt le matin. J'essaie de rentrer un petit peu plus tôt le soir pour m'occuper des petites. Et je prends mon mercredi pour m'en occuper, et puis le reste du temps, je travaille. Voilà. Puis maintenant, je retourne un petit peu au concours. Elles sont un petit peu plus grandes, c'est plus facile. Elles peuvent venir avec nous de temps en temps, tout ça. Donc voilà. Et justement, j'ai dit que tu étais un hyperactif. On t'a pas posé cette question-là que moi, j'aime bien poser. Comment est-ce que tu te définirais, Nico? T'es hyperactif, t'es passionné, t'es travailleur.
Est-ce que c'est des adjectifs qui te correspondent ? Ouais. Alors, travailleur, oui, énormément. Animé, en fait, je suis vraiment animé par un truc. Alors, là, j'ai la chance de pouvoir me réaliser dans le haut niveau, mais je pense que je me serais réalisé dans un autre niveau, ce serait pareil. Mais le fait d'avoir pu m'émanciper, c'est vraiment grâce au métier que je fais. C'est vrai que tous les jours, je me réveille et je me dis, c'est assez incroyable, tous ces gens qui me font confiance. Et je sais qu'ils sont quand même très reconnaissants, même s'ils supportent toujours mon retard. J'en reviens toujours au même, mais ils sont toujours reconnaissants. Et ça me touche beaucoup parce que j'ai pu vraiment me réaliser. Et puis, on a toujours plein de questions qu'on se pose de la vie, de tout. Et puis, en fait, j'ai trouvé pas mal de réponses au contact des gens, en trouvant des gens passionnés, au contact des chevaux. Et du coup, je me suis bien réalisé. Du coup, je suis très animé, ce qui fait que j'ai pas forcément besoin de beaucoup me reposer. Voilà, je vis dans les étoiles, quoi. C'est vraiment la chance de pouvoir aller voir des chevaux, de faire ce qui me plaît, de faire ce que je veux. Et c'est aussi, des fois, on rigole beaucoup de mon retard et tout ça, mais des fois, je sais que le matin, je me lève et j'ai pas l'énergie pour aller voir certains chevaux. Ça, je l'ai caché assez souvent parce que je sais qu'il y a des chevaux qui sont très particuliers. C'est pas le contact avec les gens parce que ça, c'est assez facile. Par contre, il y a des chevaux qui demandent une certaine énergie et des fois, il y a des matins, c'est pas le bon jour. Et comme je sais que je vais pas être bon jour-là, j'y vais pas. Donc, du coup, je préfère décaler. Bon, malheureusement, c'est toujours le jour même où je décale, au dernier moment. Donc, voilà. Mais voilà, c'est comme... c'est vraiment... Ça rejoint un petit peu ça, comme c'est un travail de feeling. Et puis, le fait d'être animé ou pas et de savoir ce qu'on va donner aux chevaux, il y a des jours où on est très disponible, des jours où on n'est pas du tout disponible. Alors, il y a des impératifs. Des fois, on est obligé d'aller à certains rendez-vous quand même ce jour-là. Et du coup, c'est important d'y aller parce que justement, ces jours-là où on est imposé et puis on ne fait pas... puisque j'ai tendance à faire que ce que je veux, du coup, c'est bien parce que ça permet de se recentrer un petit peu, quoi. Je vais essayer j'ai envie de subjectiver un tout petit peu cette conversation. Nous, quand on a créé le podcast, on avait vraiment envie de pouvoir montrer aux gens que... peu importe en fait notre parcours, ce qu'on a fait, etc., on peut trouver une manière de trouver, pas notre raison d'être, mais un petit peu quand même, de trouver un endroit où on se sent vraiment bien. Évidemment, pour nous et pour tous les cavaliers, souvent, c'est de mettre sa passion au cœur du truc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as envie d'inspirer aussi ? Le fait que quand on a trouvé l'endroit où on doit être, notre profession, notre milieu, notre entourage, etc., c'est ça que tu veux montrer aussi, c'est que t'es vraiment au bon endroit et c'est ça que t'appelles animé en fait, c'est que le matin tu te lèves et tu sais exactement pourquoi t'es là et pourquoi tu te lèves. Exactement, ouais. Mais ça, c'est une vraie chance et ce serait tellement génial justement que tout le monde puisse réaliser ça parce que ça apporte, c'est vraiment, c'est un peu indescriptible comme sentiment parce que voilà, c'est assez personnel en fait, hein. Mais c'est vrai que il y a pas mal de fois, j'ai envie de dire, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir réaliser ce que vous avez envie. Et surtout, c'est qu'on a des phases dans la vie, c'est-à-dire que c'est drôle parce que il y a des moments donnés où je me suis dit j'aurais pas de famille, puis maintenant j'en ai une, et puis voilà, donc en fait il y a des moments de vie où on est persuadé que quelque chose est terminé et en fait on sait pas pourquoi tout par un coup les astres s'alignent et puis tout s'ouvre et on se réalise dans autre chose, ou dans son métier, et c'est assez extraordinaire. Et en fait on connaît jamais, il y a une dynamique de temps. Ouais, on ne peut jamais dire quand ça arrive. C'est un petit peu incroyable, mais il ne faut jamais perdre espoir parce qu'il y a des fois, je me suis dit, là c'est fini, tout va s'arrêter, puis au contraire, c'est le début de tout. Et du coup, c'est vrai que des fois, d'être au plus bas, on se retrouve propulsé carrément autre part et on se réalise. C'est assez fou. Ouais. En fait, j'ai été beaucoup inspiré. C'est Roger Federer, ça m'a beaucoup inspiré parce qu'avec l'âge qu'il avait, à un moment donné, il est retourné numéro 1 mondial. Il s'est remotivé, il a retrouvé du mental, du physique, de la technique. Parce que, voilà. Et ça m'a énormément inspiré et motivé. Parce que je me suis dit, c'est quand même assez fou d'arriver à se reconcentrer et à retrouver du mental pour se réaliser. Et je trouve que c'est chouette parce qu'il y est arrivé. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, tiens, parce qu'à un moment donné, on fait le tour du monde, on voit plein de chevaux. Et puis, on se dit, tiens, j'ai réalisé quelque chose. Et on se dit, est-ce que c'est possible d'aller plus loin ? Des fois, je sais pas trop. Et puis
d'un coup, tchac, on arrive encore à aller plus loin, puis à vivre d'autres choses avec une autre énergie. Et, chaque jour est un peu différent. Du coup, je pense, j'espère pouvoir inspirer les gens. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Donc voilà, mais en tous les cas, tout est possible dans la vie. Ouais. Ça, c'est vrai. Et il y a beaucoup aussi une histoire de rencontre, parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire en face de nous. Il y a des gens dans les deux sens qui vont nous apporter énormément de choses, et puis on va partir dans un cercle vertueux, et puis des fois dans des cercles vicieux. On ne sait jamais à qui on a affaire. Et du coup, on a assez vite un préjugé dans les rencontres, et je me suis aperçu que des fois, laisser faire les choses, et puis d'attendre un petit peu pour voir, on rencontrait des super personnes et qui nous apportaient énormément. Mais des fois, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est des comportements de vie, c'est une réflexion sur la vie, c'est vraiment... c'est tout bête, mais des fois, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans le reste, quoi. C'est assez fou. Je pense que c'est une super bonne conclusion. Ah non, attends, voilà. Sauf que j'ai pas envie de finir là-dessus. En plus, tu as un peu bouclé la boucle. On avait commencé en parlant des rencontres qui t'avaient aidé à passer des étapes. Et moi, j'ai une question. Si tu nous invitais à aller rencontrer une autre personne dans notre podcast, laquelle est-ce que ce serait ? Fais attention parce qu'on a déjà interviewé 83 et quelques personnalités. Ouais, 90 avec ceux qu'on a enregistrés. Voilà. On en a déjà fait beaucoup. Hein. Ouais, connu ou moins connu. C'est une bonne question. Henri et Katie, c'est fait. Ouais. Non, c'est sûr. J'ai besoin d'un petit peu de temps pour y réfléchir. Okay. Je vous donne la réponse à la fin de l'interview. Ou à la fin de l'interview. Et alors, moi, c'est un peu égoïste, hein, mais je pense que Léa, tu vas me rejoindre aussi dans cette histoire. L'année dernière, il y a eu Tokyo avec certains des cavaliers et des chevaux que tu suivais, dont nous, on avait eu la chance de rencontrer Jérôme Guéry juste avant qu'il parte. On a regardé très attentivement les épreuves. On a rêvé devant les parcours de quel homme qui... J'en sais rien. Il est au-dessus du lot, il est singulier, il est unique. Sur l'épreuve, c'était absolument incroyable. Toi qui l'as côtoyé, toi qui l'avais soigné, géré avant qu'il parte et tout, comment tu le perçois, ce cheval-là, et comment tu as vécu ces parcours à Tokyo, où on a l'impression qu'il y avait un peu lui et les autres quand même si, in fine, c'est pas le cheval qui a gagné et qu'il y a eu les Suédois qui ont été incroyables, mais en termes de puissance, il était vraiment au-dessus du lot. En fait, c'est assez fou parce que vraiment avec Jérôme, on a un équilibre comme ça. Du coup, moi, c'est vraiment au concours où je le vois. Du coup, j'ai une vision assez réduite. C'est pas tout sur tous les concours. Pour Tokyo, je l'avais vu peut-être une fois ou deux avant sur des épreuves et tout ça. Par contre, ce qui est très marquant chez le cheval, c'est que ce qui est assez fou, c'est qu'il est assez incroyable parce qu'il est d'une gentillesse extrême. Il est tellement facile, tellement gentil comme ça au box dans l'approche. Il est tellement... il est très fédérateur, c'est drôle. Il a une sorte d'aura comme ça où il est bien aimé un petit peu de tout le monde. C'est vrai qu'il y a dans la gestion au quotidien, il a l'air assez facile et tout ça. Ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué chez lui. Après, ce qui est incroyable, c'est justement sa façon d'être dans le saut où il est quand même... juste incroyable, et c'est vrai qu'il a une façon de sauter qui est exceptionnelle. Et après, c'est un tout petit peu biaisé quand je les vois en compète, parce que quand je me suis occupé d'un cheval, je sais pas, j'ai l'impression d'une partie de moi qui est dans le truc, et on vit tellement fort le sport à ce moment-là que on vibre tellement, c'est même des fois presque limite insupportable, tellement on se dit pourvu que ça aille jusqu'au bout très bien, quoi. C'est vraiment palpitant, quoi. Du coup, attends, ta question, c'était exactement... Du coup, Tokyo, comment tu as vécu ces parcours jusqu'à son stop qui était inattendu et tout, c'était fou. Bah ouais, en fait c'est ça, c'est qu'on palpite, c'est vraiment tellement palpitant et vraiment on vit le truc, c'est presque un petit peu maladif, c'est un peu particulier le sentiment, que ce soit pour quel homme, pour les autres chevaux. C'est vrai qu'une fois que je prends en charge un cheval, je vis le truc à fond et je me dis c'est pas possible, j'espère que ça va aller jusqu'au bout, quoi. Peut-être aussi pour terminer, est-ce que finalement aujourd'hui où tu en es, est-ce que tu peux dire que tu as réussi ? Alors, ça c'est une super question. Ouais, c'est très personnel. Ouais, j'ai réussi parce que
c'est très égoïste. Je pensais pas que c'était quelque chose soit une de mes caractéristiques, mais à la fin, je me suis aperçu que c'était quand même un petit peu indispensable. C'est que j'ai pu vraiment répondre à pas mal de questions personnelles que j'avais. En fait, j'ai pu trouver ma place. Et du coup, là, j'ai eu la chance que ce soit dans le haut niveau, mais c'est vraiment au niveau personnel, comme je me suis un peu réalisé, un peu émancipé, du coup, pour moi, c'est une réussite. Et j'ai la chance, encore une fois, que ce soit une partie de moi qui fasse tout ça, mais c'est vrai que c'est d'avoir apporté des réponses et tout, je trouve que ça, c'était une sacrée réussite. Ouais. Trop chouette. Bon, merci Nico. De rien. Toujours pas d'idée d'invité parce que tu as quand même cité Eric Lamaze et j'attendais de faire un petit appel. C'est un peu c'est vrai, mais... forcément qu'un invité, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Ça m'a permis. J'ai eu la chance de faire X-TED et du coup, c'est pareil, ça a été. C'est fabuleux. C'est quand même ces chevaux qui sortent de l'ordinaire et ces cavaliers qui sortent de l'ordinaire. C'est tellement c'est assez incroyable, quoi. On peut lancer un appel à nos auditeurs. Mettez en story que vous attendez Eric Lamaze dans le podcast I'm Equestrian. Taguez-nous et taguez-le. C'est vrai, ceci dit, tout ça mis à part, avec tout ce qu'il a vécu et toujours d'être là, c'est quand même assez fou, quoi. C'est quand même assez fou. Merci beaucoup, Nico. Merci à vous, surtout. Merci, Nico. À bientôt. À bientôt.